Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je poursuis ma rétrospective du cinéma de Clint Eastwood, réalisateur mais aussi acteur ici, avec en 1982 la sortie de ce plutôt décrié et mal aimé Firefox, l'arme absolue. Pourtant la même année il fera Honky Tonk Man dans un autre style qui est vraiment bien, j'en avais parlé sur la chaîne, d'ailleurs il y a bien longtemps. Et il faut savoir qu'avant, il avait fait Bronco Billy, pas forcément aimé, mais que moi j'avais bien apprécié, et j'avais fait un duo dessus avec le cuistot du ciné. Bref, restons sur ce Firefox, qui réunit au casting donc Clint Eastwood lui-même dans le rôle de ce héros de guerre qu'on vient chercher de la retraite, à ses côtés Freddie Jones par exemple, ou encore Ronald Lacey, qu'on reconnaît facilement, même s'il n'a pas la même tête, puisque c'était l'un des méchants du fameux Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue, sorti l'année d'avant. Et nous sommes ici en présence à la fois d'un film de guerre, enfin guerre froide, et d'espionnage, où nous allons donc lancer cet ancien major là qui a fait la guerre du Vietnam dans une mission très périlleuse qui va l'amener donc en Union soviétique, où il doit récupérer un prototype extraordinaire, avion furtif, donc le Firefox, surnommé ainsi par les Américains, qui peut être même contrôlé par la pensée, enfin bon bref. C'est presque de la science-fiction, hein, quand même. Et donc il doit s'infiltrer vraiment en prenant son temps, avec plusieurs identités, tout ça, avant d'arriver à ce fameux hangar pour s'envoler avec et le ramener donc en Alaska, là où il vit, au début du métrage. Et il accepte cette mission sans broncher. Enfin, c'est ce que donne l'impression de ce montage assez bizarre en début de film, où ça va très vite, du moins dans l'ellipse qui va l'amener à la mission, entre le moment où on le récupère et qui s'en va. Et il va lui arriver beaucoup de choses là-bas en Russie. Il va compter sur l'aide de dissidents russes qui vont lutter contre le KGB, l'armée et tout pour l'aider. Voilà. Bon. Et évidemment, c'est un film sorti en 1982, donc qui s'inscrit pleinement dans cette ère Reagan qui va un petit peu boursoufler, disons-le, le cinéma hollywoodien quand même. Et d'ailleurs, ce film, quelque part, est aussi un petit peu une anticipation, si on veut, de Top Gun. Voilà, avec ces avions de chasse qui se poursuivent, etc., etc. Bon. Et évidemment, il y a quelques limites sur le plan géopolitique, c'est assez simplifié, et on voit clairement que c'est un film américain. Clint Eastwood ne s'est pas forcément, ici, laissé prier pour faire ça. Adapté visiblement d'un roman aussi, bon bref. Et évidemment, bon, comme il est moins apprécié que d'autres, je ne l'attendais pas spécialement avec grande impatience. Évidemment, il a mal vieilli, sur plein de points. C'est pas ultimement mauvais cependant. Le problème, c'est qu'il y a des soucis de rythme clairs et évidents. Ça dure plus de 2 heures, c'est bien trop long. Et pourtant, certaines scènes qui auraient dû être, à mon avis, développées sont bazardées. Ça donne l'impression de rusher notamment le début et la fin. La conclusion, mais alors, pouf, le générique, quand il apparaît, tu te dis « Ah, tu finis ton film comme ça. » Bon, allez, à la rigueur, pourquoi pas, musique patriotique et hop, festival. Enfin, patriotique épique pour le générique final, quoi. Pourtant composé par Maurice Jarre, qui n'est pas un compositeur américain, mais bon, qui travaillait beaucoup avec Hollywood. Et donc, c'est dommage, parce qu'il y a quand même, au-delà des petits soucis très, on va dire, raccourcis, sur cette vision américaine de la guerre froide, c'est sûr que là-dessus, on essaye de faire raviver une flamme, peut-être un petit peu maladroite, mais bon, c'est le cinéma de l'époque. Il y a quand même des intentions et de l'idée. Ça aurait pu être beaucoup plus, d'ailleurs, fignolé et travaillé en mode James Bond, puisqu'on y pense, espionnage, infiltration, tout cela. C'est là où, en fait, le film veut prendre son temps, ce qui, sur le papier, est bien, ménager un petit peu le moment où on va voir notre héros qui s'appelle Mitchell Gant, face à cet avion et tout, comment il va y arriver, mais comme on sait très vite qu'il va finir par y arriver sans souci, c'est presque redondant et pas passionnant. Il va décrocher 2-3 minutes par-ci par-là, bon, l'histoire de cet agent du KGB qui va tuer, parce que bon, ouais, du coup ça pose des problèmes, cette identité qu'il prend, mais en fait le gars est arrêté en même temps, donc c'est voilà. Bon, on essaye de façon faussement logique, si on veut, de mettre des bâtons dans les roues d'un héros qui finalement s'en sort jamais sans trop de mal. C'est un petit peu avec des grosses ficelles, et ça n'a pas, on va dire, l'impact qu'avaient certains James Bond. Ici, par moment, on est dans un James Bond assez moyen, quoi, mais c'est pas non plus horrible. Et le souci du début, j'y viens là, c'est que tu sens qu'il y a un cut
assez violent, une ellipse, hein. Au moment où on va le chercher, on voit avec son traumatisme de guerre, j'y reviendrai un petit peu après sur cette thématique-là, tu sens qu'il pourrait quand même avoir du mal à accepter cette mission sur le papier. Mais non, non, on le retrouve 3 mois après, hein, grosso modo, si on comprend un petit peu les propos du début. On l'a remis en forme et il est là, visiblement il n'a pas du tout traîné les pieds, hein. Alors peut-être histoire de loyauté et tout, mais ça ne colle pas spécialement, le manque de dilemme et de doute, avec ce qu'il ressent de ce qu'il a vécu à la guerre du Vietnam. Bon, on ne veut pas trop mettre l'accent sur... Ouais, je ne sais pas, est-ce que servir mon pays, ça ne m'a pas trop fait de mal? Oh non, hein, c'est un film, pas de propagande, non, mais... voilà, hein, on va frontalement ici aller contre les soviétiques pour sauver peut-être l'humanité. Hein, c'est ça, hein, l'Amérique qui va dans un autre pays récupérer une arme, ou la détruire, ça dépend, on connaît la chanson. Mais bon, Clint Eastwood, il sait faire quand même ce genre de film-là qui a ses limites. On voit qu'il a laissé une trace aussi à la fois technologique et impactuelle par rapport à ces films de l'époque, puisqu'il y a l'utilisation par exemple d'une sorte de technique nouvelle à l'époque de fond bleu, alors je simplifie parce que je n'ai pas les termes exacts sous les yeux, qui n'avait jamais donc été vraiment mise au cinéma à l'époque, où en fait on prend, je simplifie vraiment, hein, désolé, mais bon, c'est un procédé critique aussi là, donc je vais à l'essentiel malgré tout. On prend un petit peu ce qui a été fait dans Star Wars avant, hein, l'Empire contre-attaque notamment, 2 ans avant. D'ailleurs, il y a des scènes à un moment vers la fin où on est dans un monde de glace, on va penser à l'Empire contre-attaque. C'est la mode, hein, forcément, là on s'inspire indirectement de ce qui a marché avant. Et donc il y a des sortes d'incrustations et tout qui donnent pour l'époque quelque chose d'assez novateur sur les poursuites d'avions et comment on filme ces maquettes potentiellement hein, dans le ciel. Parce que c'était que des maquettes. À moins qu'il y ait des images d'archives militaires aussi qui aient été intégrées, c'est pas impossible. Notamment au début, là, ça fait très documentaire sur les images du Vietnam, mais on rajoute un grain, on voit Clint Eastwood et tout, emprisonné, donc c'est pas sûr que ce soit des images d'archives. Bref, restons là sur ce plan, qui va forcément, donc ce film, inspirer et aider plus tard à la confection de Top Gun, qui sera dans une mouvance bien plus réganienne encore, bien sûr, même si là, ça allait... C'est moins marquant finalement. Aussi, dans l'écriture, c'est moins réussi peut-être aussi, je ne sais pas, mais bon. Donc après, toutes ces histoires de je prends des identités différentes, je me déguise, machin, c'est redondant. Ça en est presque, à certains moments, quasi ridicule de façon involontaire. Mais la mission se poursuit, c'est pas facile. Hein. Quelques moments de silence, ça c'est appréciable. C'est assez eastwoodien aussi. Où il marche dans la nuit à Moscou, comme ça, il peut y avoir le danger, et puis il va rencontrer les dissidents qui font quelque chose d'assez violent pour qu'ils prennent l'identité de la personne en question, là, qui est jetée à l'eau. Oui, il y a des moments comme ça où ça fonctionne. Mais après, tout ce qui suit, hein, dans le métro, l'agent du KGB, là, tu sens que c'est presque de trop. Là, c'est du surplus de surplus, et ça fait passer quand même les soviétiques pour des gros idiots qui ne sont pas capables de gérer donc l'infiltration d'un espion comme ça dans leur pays. Mais c'est voilà, c'est la grandeur de l'Amérique qui réussit vraiment tout à travers son héros de guerre ici, face à un ennemi finalement qui se fait avoir, parce que c'est le mal. Bah oui, facile. Puis bon, les dissidents russes scientifiques, tout ça, avec la notion du sacrifice, c'est marquant, c'est impactant, j'ai envie de dire même, mais ça peut être maladroit aussi sur certains points. J'ai en tête une transition, je trouve quand même un peu grossière, hein, où il y en a un voilà, qui se suicide après sa mission faite, et paf, la balle en fait, au moment où elle arrive dans le crâne, fait le bruit de transition de l'avion qui lance son réacteur, là, puisqu'il a des... quand il dérobe le prototype, parce qu'il n'y a pas de suspense, il va finir par dérober le prototype, puis après il y aura la poursuite, évidemment, parce qu'il y a un deuxième prototype, il n'arrive pas à être détruit, un petit peu grosse ficelle là aussi, mais pourquoi pas. Ça donne lieu à la conclusion spectaculaire qui était dans le cahier des charges. Voilà, donc oui, il y a des grosses maladresses, des trucs qui sont faits à l'arrache, ça dure trop longtemps, mais il y a des scènes clés, selon moi, qui ne sont pas développées, la fin qui est assez rushée quand même, bon, après il y a des limites du budget aussi, mais la toute fin, je pense qu'il aurait mérité une réflexion un peu plus longue du personnage principal, mais visiblement non. Voilà. Et j'en reviens à ce problème donc du début de traumatisme. Oui, bon, il a pris sa retraite, il a des images horribles de la guerre, notamment avec une petite fille, tout ça, massacrée, enfin, explosion, napalm, tout ce que vous voulez. Il a été arrêté par le Viet Cong, sûrement, bon bref. Donc forcément, ça le hante. Il a même des malaises, des crises d'angoisse, etc., et qui vont
un moment, ça va revenir dans la poursuite finale, mais ça aussi, c'est très vite évacué. Mais donc, il est là, et tu te dis qu'il pourrait avoir vraiment pas envie d'accepter ça, mais finalement, voilà. Mais parce que, apparemment, il y a quand même une dizaine de minutes sur sa préparation et tout, qui ont été coupées au montage. Je ne sais pas s'il existe une Director's Cut. Et peut-être que là, Eastwood y avait mis quelques moments de dilemme, mais que ça a été, hop, exclu de l'ensemble. Cependant, ça rappelle que Clint Eastwood est un fan, et un petit peu aussi... ouais, enfin, il l'a aidé hein, à le faire rentrer dans le cinéma, de Michael Cimino. Et il y a eu Voyage au bout de l'enfer, aussi, entre-temps. Il a fait le Canardeur, tout ça, hein, rappelez-vous. Et bien là, on voit qu'il y a un écho. C'est-à-dire que oui, ça fait presque un moment de chiminesque, mais alors, justement, ça le fait trop peu et pas assez approfondi. Donc oui, Firefox, l'arme absolue, c'est pas extraordinaire. Cependant, il y a des choses qui sont intéressantes. Déjà, à replacer dans ce contexte-là, et oui, il y a des trucs gênants, évidemment, mais il faut le voir et en parler, c'est ce que je viens de faire, là, sans pour autant disqualifier le film et tout, hein, qui s'inscrit dans cette époque-là, qui fait qu'il y a des défauts et il y a des faiblesses, mais voir qu'il s'inscrit entre Star Wars et Top Gun, je simplifie, dans le début de cette ère réganienne, c'est quand même important de le voir, de le critiquer, de le questionner, ce que je viens de faire là. Mais Clint Eastwood, avec son charisme et son savoir-faire à la réalisation, rend le film, on va dire, moyen plus. Voilà, sur les standards globaux. Après, dans sa filmographie, évidemment, oui, il est plutôt tout en bas. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, de la musique aussi, j'ai parlé de la fin, un peu, mais il y a un petit peu électro, là, Maurice Jarre, c'est pas sa meilleure compo, mais pourquoi pas, ça donne une ambiance. Bref, à vous la parole, lâchez-vous, et on en reparle, quoi. Je vous dis à la prochaine, ciao.